Donc, bonjour à tous, donc Laure Hirt, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui nous allons faire un petit point sur les nouveaux repères concernant les matières grasses. Donc pendant longtemps, diapositive suivante, les matières grasses pour le public, elles ont eu l'intention plutôt de les bannir parce que c'était aussi pendant la mode des régimes minceurs où en fait on pensait que pour perdre du poids, il fallait absolument réduire, voire bannir de son alimentation les matières grasses. Alors, on va faire un petit rappel concernant l'équilibre alimentaire. Diapositive suivante. Au niveau de l'alimentation, en nutrition, nous classons les aliments dans différents groupes. Donc là, vous les avez à l'écran. Vous avez en fait, en tout, il y a 7 groupes. Donc on va les reprendre petit à petit, un par un, pour voir et on va après plus particulièrement s'intéresser aux matières grasses. Au niveau de l'équilibre alimentaire, il est important de consommer du lait et des produits laitiers concernant leur rapport justement au niveau du calcium et des protéines, qui est le premier groupe de l'aliment. Le deuxième groupe, ça va être le groupe des viandes, poissons, œufs, dans lequel on va classer principalement toutes les protéines d'origine animale. Le troisième groupe d'aliments est celui des fruits et légumes. Le quatrième est celui des féculents. Après, nous avons bien sûr le groupe des matières grasses qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le groupe du sucre et des produits sucrés, et le dernier groupe, ce sont les boissons. Parmi ces 7 groupes d'aliments, il y en a 6 qui sont indispensables pour notre équilibre alimentaire. Donc, à votre avis, lequel on peut supprimer? Diapositive suivante. Alors, si vous voyez, en fait, c'est le groupe du sucre et des produits sucrés qui a disparu. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout à fait une alimentation équilibrée au quotidien, c'est-à-dire qui va répondre aux besoins nutritionnels de notre organisme pour pouvoir avoir justement une alimentation équilibrée. Par contre, si vous supprimez l'un des autres groupes d'aliments qui sont actuellement, que vous voyez, en fait, forcément, il y aura une alimentation qui va être déséquilibrée et vous n'allez pas pouvoir répondre aux besoins nutritionnels de votre organisme. Alors, faisons un petit zoom sur le groupe qui nous intéresse ce soir, qui va être les matières grasses. Diapositive suivante. Alors, les matières grasses, on va voir justement à quoi elles servent. Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, on pense souvent que c'est un produit à bannir, mais non, elles sont indispensables en fait pour notre organisme. Et on va voir justement à quoi elles servent. Diapositive suivante. Alors, pourquoi il est important de manger du gras? Parce qu'en fait, ces produits vont nous permettre de nous apporter des vitamines qui vont être indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. C'est ce qu'on appelle les vitamines liposolubles, dont la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Donc ça, c'est indispensable. Notre corps, en fait, en a besoin pour bien fonctionner. Et en fait, il ne sait pas les fabriquer, donc il est obligé qu'en fait, ce soit l'alimentation quotidienne qui les apporte. Ces vitamines, on appelle ça les vitamines liposolubles parce que justement, elles sont présentes uniquement dans les matières grasses. Manger du gras aussi, ça va nous apporter de l'énergie. Il faut savoir que dans les aliments, il y a 3 nutriments qui permettent de fournir de l'énergie, donc à savoir les protéines ou protides, les lipides et les glucides. En fait, c'est la combinaison de ces 3 nutriments qui vont permettre de fournir de l'énergie à notre organisme. Les protéines et les glucides, quand ils se décomposent, ils vont fournir, si on dit, 4 calories, alors que les lipides, 1 gramme de lipides, quand il va se décomposer, il va apporter 9 kilocalories à notre organisme. Donc c'est vrai que toutes les matières grasses vont être justement des aliments qui vont être beaucoup plus énergétiques que les aliments qui vont être source de protéines ou de glucides, mais en fait on en a besoin. Aussi, au niveau des matières grasses, elles rentrent absolument dans la composition de la structure de notre corps et en fait, elles font un isolant thermique naturel. Donc, c'est important d'en avoir pour pouvoir lutter contre actuellement le temps hivernal que nous avons. On a besoin en fait d'avoir des matières grasses dans notre corps et d'en consommer pour pouvoir faire un isolant thermique naturel. Alors bien sûr, il ne faut pas trop en avoir, c'est pas parce que sinon on va avoir un isolant qui va être très important. Mais elles sont vraiment indispensables au niveau de notre organisme. Autre critère très important des matières grasses, c'est qu'elles vont permettre justement de former nos parois cellulaires.
toutes nos cellules, de tout notre corps, sont fabriquées en fait à partir de lipides. Donc la constitution de la paroi de nos cellules a besoin de façon indispensable de gras pour pouvoir constituer les cellules. Donc comprenez bien que notre corps étant fabriqué essentiellement de cellules, on en a besoin tous les jours. Donc diapositive suivante. Pour retenir, il faut retenir qu'en fait les lipides, ils vont être indispensables pour notre cerveau, notre cœur, nos artères et nos cellules. Donc retenez bien ceci, que en fait le rôle des matières grasses est vraiment indispensable pour tous ces organes-là, et que si on ne mange pas de gras, on va avoir des petits soucis, aussi bien au niveau de tous ces organes, dont le cerveau, le cœur, les artères et les cellules. Alors, diapositive suivante. Au niveau de notre alimentation, il faut savoir en fait que tous les aliments que l'on consomme, ils contiennent des macronutriments qui vont être nécessaires donc à l'équilibre nutritionnel et bien sûr au bon fonctionnement de notre organisme, dont ce dont je vous disais tout à l'heure, les protides, les lipides, les glucides et l'eau. Ça, ce sont des éléments qui sont indispensables, dont on a besoin pour notre équilibre alimentaire. Diapositive 9. Alors, en pratique, en fait, on ne consomme pas trop de gras, mais aujourd'hui, en fait, on en a une mauvaise répartition au niveau des matières grasses. Donc, depuis quelques années, les apports nutritionnels conseillés ont été revus à la hausse, notamment par rapport à la composition des matières grasses que nous consommons. Alors, je vais vous présenter quelques règles et après, de toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les poser pour que je puisse élaborer et agrandir au niveau de vos réponses. Les apports nutritionnels conseillés, au niveau des valeurs de référence par rapport à une population, ils ont été réactualisés en 2010. Avant, on était plutôt sur des pourcentages de 30 à 35 et maintenant, en fait, ils ont été augmentés de 35 à 45 à 40 de notre apport énergétique total. Donc, c'est-à-dire que quotidiennement, il faut que 35 à 40 de notre apport énergétique soit apporté par des matières grasses. Donc, c'est très important parce qu'en fait, c'est la peau se rendu compte que nous n'en consommons pas assez. Et après, c'est surtout au niveau de la répartition. Ce qui est important pour l'équilibre alimentaire, pour essayer d'améliorer justement cette répartition, c'est essayer de diminuer la consommation des lipides qui sont cachés. Donc, on va être caché dans des produits comme les biscuits, ça peut être au niveau de certains plats préparés. On a beaucoup de matières grasses dans lesquelles ils sont cachés dans ces produits-là. Et donc, c'est cela sur lesquels il faut qu'on fasse attention et qu'on limite la consommation. Il faut aussi diminuer la consommation des acides gras saturés. Les acides gras saturés, vous allez les trouver principalement dans les charcuteries, dans les pâtés, compagnie. Et aussi, on va en trouver dans certains fromages. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer de limiter. Il faudrait essayer de manger moins gras au niveau de ces acides gras saturés. Et au contraire, il faut que l'on augmente au niveau de notre consommation tout ce qu'on va appeler, et je vous présenterai tout à l'heure, ce qu'on appelle les oméga 3 et les oméga 6, parce que ceux-là, ils sont indispensables au niveau du bon fonctionnement de notre organisme. Diapositive suivante. En pratique, pour faire simple, il faudrait que l'on consomme à peu près 10 grammes de beurre par jour. Donc 10 grammes de beurre, pour essayer de vous le quantifier, c'est équivalent au petit carré de beurre que l'on peut avoir en restauration. C'est vraiment ça. Ça, c'est la quantité de beurre que l'on doit manger sur une journée. Et au niveau de la quantité d'huile, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Donc c'est vrai ça ne fait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut essayer de les savoir, les mettre au bon endroit dans nos plats, mais il faut privilégier quand même au niveau des matières grasses. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas bannir de notre alimentation justement ces matières grasses. Alors, on pourra voir pourquoi en fait ça sert. Diapositive suivante. En fait, on s'est rendu compte que c'est au niveau des scientifiques, que quand on privilégiait justement la consommation d'oméga 3 et d'oméga 6, ça permettait de pouvoir prévenir certaines pathologies, dont notamment le surpoids et l'obésité. Ça permettait aussi d'avoir un rôle très important au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, on peut avoir par rapport à la formation des plaques d'athérome dans tout ce qui est l'infarctus du myocarde. Et au niveau, ça peut avoir justement une prévention au niveau de certains cancers. Donc, très important d'avoir une bonne consommation de matières grasses tout au long de la journée et tout au long de la semaine et des mois pour justement prévenir certaines de ces pathologies.
Diapositive suivante. Au niveau du rôle des matières grasses, il faut voir que les matières grasses, en fait, elles sont partout un peu dans nos assiettes, aussi bien dans le beurre, dans l'huile, mais aussi il y a des graisses, ce qu'on appelle les graisses cachées, dans certains produits. Donc il faut faire attention à toutes ces quantités, en fait, de matières grasses que l'on peut consommer sur des produits qu'on peut ne pas soupçonner en contenir. Et en fait, c'est vrai que quand on lit la composition, c'est des produits qui peuvent être très riches en matières grasses. Au niveau des matières grasses, en fait, elles sont souvent décriées, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment essentiels au niveau de notre organisme et c'est pour ça que je vous redis encore une fois que les apports ont été augmentés par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. On a augmenté à peu près de 5 de notre apport énergétique total, la quantité de matières grasses que nous devons consommer. Alors, le rôle des matières grasses. Donc, les matières grasses, en fait, elles sont partout dans nos assiettes. Nous allons les retrouver de façon visible dans le beurre et dans les huiles, mais aussi, il faut savoir que dans de nombreux produits de la consommation courante, on va trouver ce qu'on appelle les graisses cachées. Donc, les matières grasses, elles font partie de la catégorie des aliments qui vont apporter des lipides, en fait, à notre organisme. Souvent décriés. Donc, en fait, les lipides, ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, pensez-y, on peut, si jamais on enlève complètement ce groupe alimentaire, on va forcément avoir des carences nutritionnelles au niveau de notre organisme. Comme je vous disais tout à l'heure, les apports nutritionnels ont été augmentés il y a quelques années. Avant, on considérait que 30% de notre apport énergétique total devait être fait par les lipides. Maintenant, nous sommes augmentés justement à 35% d'apport énergétique total. Les lipides se classent par différentes catégories. On va avoir les acides gras saturés et insaturés. Et on va avoir aussi quelque chose que vous connaissez bien qui s'appelle le cholestérol, qui fait partie de la famille des stérols, et une autre catégorie qui sont les triglycérides. Alors nous allons voir en détail à quoi sert ce fameux cholestérol. Le cholestérol est très important pour notre organisme. Il possède divers rôles, notamment en fait, il rentre dans la constitution en fait des membranes de nos cellules, d'où son importance et son côté essentiel au niveau de notre organisme. Tout notre corps est fabriqué avec des cellules. Si on n'avait pas de cholestérol, en fait, on ne pourrait pas fabriquer les membranes de nos cellules. Il sert notamment à la fabrication de certaines hormones, donc l'importance aussi de ce cholestérol, et il rentre aussi dans la composition de la bile. Sachant que la bile, c'est un liquide qui permet d'avoir une bonne digestion parce qu'elle justement, elle va permettre de digérer les graisses que nous consommons. Le cholestérol, comme souvent on entend parler, il ne vient pas essentiellement de l'alimentation. Une grande quantité est fabriquée par le foie, donc 70% du cholestérol qui est présent dans notre organisme est en fait fabriqué par notre foie. Et seulement, nous avons 30% du cholestérol qui provient de l'alimentation. Alors, si vous devez retenir une chose, c'est que le cholestérol, en fait, ce n'est pas du tout notre ennemi. Il est important et même essentiel pour plusieurs fonctions de notre organisme. Diapositive suivante. Donc ça, c'est pour le cholestérol. Maintenant, nous allons parler en fait de ce qu'on appelle les acides gras saturés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces acides gras saturés? Les acides gras saturés, ce sont des graisses qui sont solides à température ambiante et qui résistent à la chaleur. Quand vous avez un morceau de beurre, souvent à température, en fait, c'est une graisse qui est solide. On peut avoir aussi au niveau de certains fromages, on va en trouver. Et puis, plus dernièrement, un produit qui est un peu à la mode, c'est l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, si vous l'avez actuellement dans vos placards et qui fait un peu frais dans votre cuisine, elle va être solide. Alors que l'été, quand les températures extérieures sont beaucoup plus élevées et qu'il fait notamment plus chaud dans votre cuisine, eh ben, en fait, elle va être liquide. C'est aussi un produit que vous devez connaître qui est l'huile de palme. L'huile de palme, pourquoi elle est utilisée justement par toute l'industrie agroalimentaire? Parce que justement, c'est sa caractéristique qui plaît, c'est qu'elle est solide à température ambiante et donc dans tous les produits dans lesquels elle va être utilisée, elle va permettre de donner une certaine texture, une certaine rigidité au produit. Donc les acides gras et saturés, on va les trouver aussi dans la crème fraîche. Donc pensez-y, c'est une matière grasse, la crème fraîche, même si elle a un côté blanc, ce n'est pas un produit laitier. Elle apporte essentiellement en fait des lipides au niveau de notre organisme. On va en trouver aussi dans certains fromages, des acides gras saturés. On va en trouver dans des viandes grasses, la graisse de canard, la graisse d'oie, en fait, elles sont constituées aussi avec des acides gras saturés. C'est pour ça qu'en fait, elles sont solides à température ambiante. Est-ce que c'est bien ou pas? En fait, il est préférable de privilégier ce qu'on appelle les acides gras à chaîne
courtes. Alors, ça a des noms un petit peu barbares qui s'appellent l'acide butyrique ou à chaîne moyenne, comme l'acide myristique ou l'acide stéarique. Mais en fait, il faut essayer de limiter la consommation parce que c'est ça qui est en fait moins bon pour notre alimentation. Il faut limiter ce qu'on appelle les acides gras à chaîne longue, comme l'acide palmitique. Donc, c'est celle que nous allons trouver dans l'huile de palme. En petite quantité, on peut en consommer. C'est pas pour ça qu'il faut bannir en fait tous les acides gras saturés. Il faut essayer d'en manger moins parce qu'en fait, elles vont fournir de l'énergie, elles vont fournir des vitamines et ça joue un rôle dans la formation justement des membranes de nos cellules. Bien sûr, si on en consomme en excès, elles augmentent le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'était pour les acides gras saturés. Alors maintenant, on va voir les autres acides gras. Les acides gras monoinsaturés, donc celui-là, on le connaît bien dans notre région parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les oméga 9. C'est justement celui qui est à favoriser et c'est celui qui est un peu la vedette du régime méditerranéen. On a beaucoup parlé il y a quelques années du régime méditerranéen. Et ça revient un peu sur le devant du sujet parce qu'en fait, c'est cette alimentation-là qui permet justement de prévenir tout ce qui est les risques cardiovasculaires. Alors en fait, pourquoi l'oméga 9 est associé au régime méditerranéen? Parce que la principale source justement de ces oméga 9, c'est l'huile d'olive. Les acides gras que l'on peut fabriquer sont directement dans certains aliments, pardon. On va les trouver, donc, comme je vous disais, dans l'aliment vedette du régime méditerranéen, qui va être l'huile d'olive. Mais aussi, on va pouvoir en trouver dans l'huile de noisette. On va en trouver aussi un peu dans l'huile de colza. Dans les avocats aussi, on en trouve. C'est pour ça que souvent, on dit que l'avocat est un produit gras, mais c'est un produit qui contient des bonnes graisses et en fait, il n'en contient pas tant que ça par rapport à d'autres produits qui vont être beaucoup plus gras. Donc l'avocat, on peut tout à fait en consommer parce que justement, il va être fournisseur d'oméga 9. On va trouver aussi des oméga 9 dans tout ce qui est les noisettes et les amandes. Alors c'est important ces oméga 9 parce qu'il va avoir un rôle important dans la prévention des diabètes et des maladies cardiovasculaires. Alors c'est rare qu'on ait des carences parce que c'est vrai qu'il est présent dans de nombreux aliments et c'est vrai que dans les régions où on a l'habitude de cuisiner principalement avec de l'huile d'olive, on a rarement des carences en oméga 9. Diapositive suivante. Alors, je voulais faire un petit focus sur l'huile de coco parce que ça fait à peu près un an, là, c'est un peu l'huile vedette. Il faut, voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette huile de coco? En fait, elle contient justement des acides gras saturés. Donc, on a 86,5% d'acides gras saturés, mais c'est plutôt des acides gras saturés qui sont à chaîne moyenne et donc qui sont moins néfastes pour la santé que les acides gras qui peuvent avoir des longues chaînes. Si jamais vous voulez utiliser de l'huile de coco, c'est important de bien la choisir. Il faut la choisir plutôt vierge, extra, donc l'huile, c'est en fonction du procédé de fabrication, et bien sûr biologique. Elle supporte des cuissons à haute température. Elle est à consommer de temps en temps, mais pas de façon intensive. Comme nous venons de le voir précédemment, l'huile d'olive est plutôt l'huile qu'il faut essayer de consommer principalement, et de temps en temps, on peut utiliser de l'huile de coco. Il faut savoir que si vous faites de la cuisine à l'huile de coco, ça ne va pas donner un goût coco comme quand on utilise du lait de coco. Donc c'est quelque chose que l'on peut utiliser, mais voilà, elle va avoir plutôt cette tendance à avoir une consistance solide, on va dire plutôt l'hiver, et plutôt liquide en fait au niveau de l'été. Diapositive suivante. Les acides gras polyinsaturés, donc on a vu les monoinsaturés, maintenant on est sur les polyinsaturés, c'est ce qu'on appelle les oméga 3. Ils sont à favoriser, donc c'est ceux-là qu'on essaye de mettre en avant parce qu'on dit qu'ils ont des fonctions qui vont être justement anti-inflammatoires par rapport à notre organisme. Donc là, ce sont des acides gras qu'on dit essentiels. Alors pourquoi ils s'appellent essentiels? Parce que justement, notre corps ne sait pas s'en passer, mais par contre, il ne sait pas les fabriquer. Donc forcément, il faut que ce soit par le biais de l'alimentation que l'on arrive à couvrir nos besoins nutritionnels en acides gras, en oméga 3. Où va-t-on les trouver? Donc, on va les trouver principalement dans tout ce qui est les poissons gras, donc le thon, le saumon, le maquereau, le sardine, les harengs. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi les poissons bleus. Donc, c'est des choses que l'on peut consommer et qu'il est recommandé de consommer toutes les semaines pour justement avoir à favoriser notre apport en oméga 3. On va trouver aussi ces oméga 3 dans certaines huiles, comme le colza, le lin, l'huile de noix et l'huile de cameline. Donc le colza, vous avez vu, en fait, elle est riche en oméga 9 et aussi en oméga 3.
L'huile de noix, c'est une huile qui donne beaucoup de goût. Par contre, elle ne peut pas être chauffée parce qu'elle est un peu instable, donc plutôt à privilégier dans des préparations style des salades. On va aussi trouver ces oméga 3 dans différentes graines, comme les graines de chia, de lin et de chanvre. Et aussi, on va les trouver dans les œufs qui ont un label bleu blanc cœur. Donc, alors, diapositive. Ah non, je l'ai enlevé. Donc, ça reviendra plus tard et je vous le remettrai tout à l'heure. Donc, pourquoi c'est quoi ce label bleu blanc cœur? Ça veut dire que les volailles qui ont fabriqué ces œufs, elles ont été nourries justement avec des graines de lin. Donc, forcément, si elles ont consommé des graines de lin dans leur alimentation, les œufs qu'elles vont produire vont être plus riches justement avec ces oméga 3. Est-ce que c'est bien ou pas? Oui, les oméga 3, elles ont un rôle crucial, aussi bien au niveau du développement du cerveau, du muscle, des os. Elles permettent de diminuer notre risque cardiovasculaire et justement, ça apporte une protection supplémentaire à notre système immunitaire. Il faut actuellement, si elles sont consommées en quantité insuffisante, justement, il faudrait qu'on en consomme plus. Donc, surtout, n'hésitez pas, consommez de façon régulière des poissons gras, utilisez de l'huile de colza quand vous faites la cuisine, de l'huile de noix dans vos salades, pourquoi pas de temps en temps inclure dans son alimentation différentes graines. Et si vous pouvez, vous allez trouver dans les rayons de supermarché les œufs avec le label bleu blanc cœur. Au niveau de ce label-là, il n'y a pas que les œufs qui fabriquent, et il y a d'autres produits qui sont justement, ça veut dire que les animaux qui ont produit le produit que vous achetez, en fait, ont été nourris avec des graines de lin. Diapositive suivante. Alors les oméga 6, donc les oméga 6, c'est aussi des acides gras polyinsaturés. Par contre, ceux-là, ils sont à limiter parce qu'en fait, ils ont une fonction pro-inflammatoire pour notre organisme. Ils sont dits essentiels, on en a besoin, mais actuellement, on en consomme beaucoup trop. Alors, où nous allons trouver ces oméga 6? On va le trouver dans la viande, les œufs, le beurre, le fromage. Dans certaines huiles, on peut le trouver, comme le tournesol, l'arachide, le chanvre, pépins de raisin, le soja et le maïs. Et on va le trouver aussi dans de nombreux produits transformés, comme les margarines végétales. Donc, c'est vrai qu'un produit comme une margarine végétale qui met en avant son taux d'oméga 6, en fait, c'est pas très intéressant parce qu'on a plutôt tendance à trop en consommer et il faudrait limiter sa consommation. C'est vrai qu'ils ont un rôle important dans la reproduction et le développement du cérébral et la défense immunitaire, mais actuellement, on en consomme beaucoup trop et ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc, si vous devez retenir quelque chose, si vous achetez une margarine végétale, évitez qu'elle soit enrichie en oméga 6 parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt nutritionnel. Pour faire simple et pour résumer, diapositive suivante. Actuellement, en fait, on consomme beaucoup trop d'oméga 6. C'est pour ça que la partie où il y a les oméga 6, elle est en bas de ma balance. On en consomme beaucoup trop et on ne consomme pas suffisamment d'oméga 3. Alors qu'on devrait justement inverser la tendance de cette balance en augmentant au niveau, en inversant la consommation, en privilégiant les oméga 3 et en diminuant les oméga 6. Diapositive suivante. Donc là, vous voyez là, en fait, qu'il faut diminuer notre consommation d'oméga 6 et au contraire privilégier notre consommation d'oméga 3 en favorisant l'huile d'olive et tous les poissons gras. Ça, c'était les acides gras saturés. Alors, petit encart sur ce qu'on appelle les acides gras trans. Alors, les acides gras trans, on en a parlé il y a quelques années de ça, c'est des choses qui sont à fuir parce qu'en fait, ce n'est pas du tout naturel. Ce sont des acides gras qui sont obtenus suite à un procédé industriel qui va permettre justement de solidifier la matière grasse. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'huile de palme. C'est vrai que les matières grasses, elles ont plutôt tendance à avoir une origine, justement, une texture liquide. Et alors que c'est vrai que pour certains industriels, on a besoin d'avoir une texture solide pour améliorer la texture du produit qu'ils fabriquent. Et après aussi, ça avait un autre intérêt au niveau des industriels, ça permettait d'allonger la durée de conservation du produit. Donc vous comprenez bien qu'entre la texture et l'allongement de la durée de conservation, ça les intéressait beaucoup. Où on les trouve? En fait, on les trouve dans de nombreux produits industriels, donc des plats préparés, on va les trouver dans des pâtisseries, des biscuits industriels, on peut en trouver aussi dans des pâtes à tarte, dans certaines margarines, les quiches, les pizzas ou des biscuits apéritifs. Alors ça, c'est à éviter au maximum parce que ça peut avoir justement des conséquences sur la santé. Le comité scientifique pense que ça augmente considérablement le risque cardiovasculaire. Alors, en résumé, si on passe à la diapositive suivante,
Donc les acides gras insaturés, en fait, c'est ceux-là qui nous intéressent. Il va y avoir les oméga 3 et les oméga 6. Donc je vous redis, il faut privilégier les oméga 3 et diminuer notre consommation d'oméga 6. On va avoir ce qu'on appelle les acides gras monoinsaturés, qui sont les oméga 9. On peut avoir aussi les acides gras saturés, qu'on va trouver plutôt dans tout ce qui est la charcuterie, des biscuits, et des acides gras trans, donc on va trouver plus souvent dans ce qu'on appelle les produits industriels qui sont transformés. Alors pour faire simple et pour faire un petit récap, qu'est-ce que j'utilise en fait dans ma cuisine? Au niveau de la cuisson, en fait, le plus simple dans nos régions, c'est que vous pouvez utiliser de l'huile d'olive vierge extra, donc ça c'est très bien. On va nous apporter justement les oméga 9. On peut aussi utiliser de temps en temps l'huile de coco. On peut utiliser l'huile de noisette, l'huile de macadamia, l'huile d'avocat et l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, elle a une particulier, c'est qu'elle peut être chauffée à très haute température. Pour les autres, pour n'importe quelle matière grasse, il faut éviter de les faire brûler, hein. Ça paraît logique. C'est pour ça que l'huile d'arachide, elle peut être souvent utilisée dans les fritures parce que justement, c'est là où on monte de façon importante la température du bain de friture et c'est une seule qui peut rester justement à cette température. Mais pour les autres, on peut les utiliser à la cuisson, mais toujours en préconisation, évitez de faire brûler vos huiles. Au niveau de l'assaisonnement, en fait, le plus simple, c'est d'utiliser soit de l'huile de colza, donc c'est une huile quand même qui a un goût assez neutre, donc on peut l'utiliser facilement, ou au contraire, une huile qui a un goût en fait assez prononcé, ça va être l'huile de noix. Et une autre huile qui on peut tenter, on peut varier, c'est l'huile de lin. On va avoir des questions aussi peut-être par rapport aux industriels, ils ont compris le filon, ils font des huiles, des mélanges d'huiles. Moi, je pense que c'est plus simple d'acheter une huile d'olive, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille d'huile de colza et une bouteille d'huile de noix. Et à vous, en fait, de varier la composition sur différents plats que vous consommez tout au long de la semaine. Alors, on va faire un petit vrai-faux, parce que souvent, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont faites justement sur les matières grasses. Alors, les idées reçues, on va les passer une par une. Vous allez voir, c'est un petit quiz, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et chaque fois que je vous poserai une question, vous laisserai un petit temps pour réfléchir, même si je ne vous entends pas au niveau de vos réponses, pour pouvoir en fait développer après la réponse. La première idée reçue que l'on peut avoir sur les matières grasses, c'est que l'huile d'olive est moins grasse que les autres, et donc c'est pour cette raison qu'elle est bonne pour la santé et qu'elle ne fait pas grossir. Alors, à votre avis, est-ce que cette idée reçue est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Alors, diapositive suivante. En fait, il faut savoir que toutes les huiles, en fait, elles ne contiennent que des lipides. Donc, il n'y a pas une huile qui est moins grasse que l'autre. Toutes les huiles, c'est que des lipides. Ce qui va différencier, c'est leur composition, en fait, en acides gras. Donc les huiles, donc toutes elles sont tout aussi grasses les unes que les autres. L'intérêt de l'huile d'olive, c'est que ça repose sur sa richesse qui est en oméga 9, donc important d'en manger. Donc c'est pour ça et c'est ce qui fait en fait un des gros intérêts du régime méditerranéen, c'est que dans le régime méditerranéen, l'huile qui est principalement utilisée, c'est de l'huile d'olive. Bien sûr, comme toutes les matières grasses, il ne faut pas avoir une consommation excessive parce que ça peut faire courir un risque au niveau du surpoids. Deuxième idée reçue, est-ce que le beurre est plus calorique que l'huile? Je ne l'utilise pas pour cuisiner. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est faux? Si je passe justement à la réponse, en fait, le beurre, il contient 82% de matière grasse, alors que l'huile, c'est 100% de matière grasse. Donc, on va dire que le beurre, en fait, est moins calorique que l'huile. Après, tout dépend bien sûr de la quantité que l'on consomme. Le beurre contient des acides gras qui vont être des acides gras saturés, qui sont à chaîne courte et à chaîne moyenne. Et en fait, il est très riche en vitamine A. Et après, il a un goût quand même assez particulier. Donc, c'est vrai qu'on peut privilégier le matin de mettre sur des tartines du beurre, mais bien sûr, il faut l'étaler. Donc, on ne met pas des gros paquets de beurre sur sa tartine. Le beurre, ça s'étale justement sur les tartines. Une autre idée reçue sur les matières grasses. Alors oui, je voulais faire un petit, voilà, justement présenter par rapport au beurre allégé, parce que c'est vrai que maintenant, il y en a de plus en plus dans les rayons. Qu'est-ce que c'est que ces beurres allégés? En fait, les beurres allégés, ils vont être plus faciles à étaler et en fait, ils vont contenir moins de matières grasses. Alors, pourquoi ils contiennent moins de matières grasses?
En fait, il faut savoir que les industriels, ils vont prendre un morceau de beurre, ils vont rajouter de l'eau. Donc, quand vous achetez du beurre allégé, c'est du beurre avec de l'eau que vous achetez. Et comme en fait le beurre et l'eau, ça ne se mélange pas, ils vont rajouter souvent des additifs qui vont être artificiels, donc les E machin et les E bidules, qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Et surtout, actuellement, pour un additif, on connaît son seuil de toxicité, mais quand il est tout seul. Actuellement, au niveau de la composition des additifs, c'est que l'effet cocktail de différents additifs, on ne connaît pas en fait l'effet que ça peut avoir sur la santé. Donc, au niveau des beurres allégés, on peut avoir différentes appellations. Donc, on peut avoir le beurre. Donc, le beurre classique, ça contient 80 à 82% de matière grasse. Un beurre allégé, il va contenir 60 à 62% de matière grasse. Après, vous pouvez avoir des beurres légers qui sont 39 à 41% de matière grasse et des matières grasses qu'on appelle laitières qui sont à tartiner qui vont avoir un pourcentage de 39% de matière grasse. Donc, pensez bien que quand vous achetez du beurre allégé, en fait, vous achetez moins de beurre mais de l'eau, avec de l'eau. Donc, faire attention par rapport à ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux acheter du bon beurre pour le mettre sur les tartines plutôt qu'un beurre allégé dans lequel on va en mettre beaucoup plus. Donc, c'est allégé, mais il faut faire attention à la quantité que l'on consomme. Alors, une autre idée. Est-ce que la margarine est moins grasse que le beurre? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, en fait, la margarine, elle en contient autant que le beurre, donc elle est aussi riche en matières grasses que le beurre. Par contre, ce ne sont pas des matières grasses de la même origine. Le beurre, en fait, c'est fabriqué à partir du lait, donc c'est une matière grasse qui va être d'origine animale, alors que souvent les margarines, elles sont fabriquées à partir de végétaux, donc ça va être une matière grasse d'origine végétale. Elles ont différentes huiles végétales, diverses. Ça peut être du colza, de l'olive, du tournesol. Donc ça dépend des industriels. On peut avoir différentes compositions. Alors, j'ai essayé de vous montrer, en fait, dans la prochaine diapositive, quelle est la composition idéale de la margarine que l'on peut essayer d'utiliser. Donc, en fait, il faudrait qu'elle ait maximum 10% d'acides gras saturés, qu'elle ait des acides gras monoinsaturés à une hauteur de 17%, qu'elles contiennent des oméga 6, mais pas trop parce qu'ils sont quand même pro-inflammatoires, donc maximum 4%. Et il faudrait qu'elles contiennent au moins 1,6% d'oméga 3. Donc ça, on va le voir en fait dans la composition et dans la liste des ingrédients du produit que vous pouvez acheter. Et l'idéal par rapport à justement à cet apport d'oméga 3, il faudrait qu'elles contiennent du colza et du lin. Donc méfiez-vous, toutes les margarines ne sont pas bonnes, il faut faire attention et justement par rapport à cette composition, il faut limiter l'apport en oméga 6 et favoriser l'apport en oméga 3. Donc une margarine sur laquelle on vous appose sur l'emballage qu'elle est riche en oméga 6, en fait elle n'est pas très intéressante. Au contraire, il faudrait essayer de l'éviter. Alors, une autre idée reçue, je ne mets pas de crème fraîche dans mes plats parce que je trouve que c'est trop gras. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que la crème fraîche est trop grasse? Donc en fait, la crème fraîche, elle contient non, c'est pas très grave parce qu'elle contient que 30% de matière grasse. Tout à l'heure, on a vu que le beurre et la margarine contenaient à peu près 80% de matière grasse. Donc c'est vrai que la crème fraîche, elle va pas contenir, elle va contenir beaucoup, moins de matière grasse, mais par contre, dans un plat, on en met beaucoup plus que du beurre ou de l'huile. Donc faire attention à ça. Il peut y avoir des versions allégées, voire qui peuvent contenir que 15%, voire 8%, mais que souvent, quand elles sont allégées, elles contiennent des additifs. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre une crème fraîche classique, normale, pas allégée, dans laquelle il n'y a pas d'additifs, plutôt qu'une version allégée dans laquelle on va pouvoir trouver des additifs? Pour le savoir, c'est vrai qu'il faut s'équiper de ses lunettes, regarder ou prendre une loupe et lire la liste des ingrédients du produit que vous achetez. Donc c'est écrit en tout petit. Et pour rappel, dans n'importe quel produit industriel, dans la liste des ingrédients, ils sont toujours classés du plus important de façon décroissante, donc du plus important au moins important. Donc si vous lisez une étiquette d'un produit, en fait le premier ingrédient qui est inscrit dans la liste c'est celui qui va être majoritaire dans le produit. Donc plutôt essayer de prendre des crèmes fraîches et éviter d'avoir en fait la main trop lourde quand on en rajoute dans des plats, parce qu'en fait on va peut-être, ok, elles sont moins grasses, contiennent moins de matière grasse que le beurre, mais en fait on en met beaucoup plus. Idée reçue suivante, le gruyère est moins gras que le camembert. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux cette idée reçue?
Alors, je vais répondre. En fait, c'est faux. Les pâtes dures, elles sont plus riches en matières grasses que les pâtes molles parce qu'en fait, elles contiennent moins d'eau. Par contre, il faut savoir que, majoritairement, les fromages à pâte dure, ils contiennent beaucoup plus de calcium que les fromages à pâte molle. Comme il y a moins d'eau, en fait, c'est un produit qui est plus concentré. Donc, il faut savoir que le gruyère, il contient 4 fois plus de calcium, en fait, que le camembert. La teneur en eau, d'un fromage, en fait, est inversement proportionnelle à sa teneur en gras. Plus il va contenir d'eau, moins il va contenir de gras. Donc, mais après, c'est important d'en manger. Et souvent, les fromages à pâte dure sont des fromages qui sont plus faciles à digérer que les fromages à pâte molle, voire les fromages frais. En fait, c'est par rapport à la teneur qu'ils ont en lactose. Les fromages à pâte dure contiennent que des traces de lactose. Donc, même les personnes qui sont intolérantes au lactose peuvent manger justement des fromages à pâte dure. Et c'est là où on va pouvoir justement permettre de couvrir leurs besoins en calcium au niveau des fromages. Idée reçue suivante. Concernant les laitages, alors maintenant qu'on a vu le beurre, on va voir aussi les laitages concernant est-ce qu'il est important de manger des laitages allégés? Donc les yaourts à 0 qui fleurissent en fait dans les rayons des supermarchés. Alors en fait, c'est faux. Il faut savoir donc que, un yaourt, le plus courant, le premier prix, dans n'importe quel magasin, les yaourts nature, ils sont principalement faits avec du lait écrémé. Donc, si vous voyez sur ma diapositive, j'ai essayé de matérialiser les yaourts faits avec du lait écrémé. Donc, un yaourt, il faut savoir que ça pèse à peu près 125 grammes. Dans un yaourt qui est fait à base de lait écrémé, donc 125 grammes, dans lequel il n'y a pas marqué qu'il y a 0% de matière grasse dessus, en fait, il contient 0,75 grammes de matière grasse pour tout le pot que vous allez manger. Donc, en fait, c'est très peu. Même si on prend des yaourts au lait entier, donc c'est-à-dire avec un lait qui est beaucoup plus riche en matière grasse, sur 125 grammes, on va avoir juste 2,75 grammes de matière grasse. Donc c'est pas beaucoup. Donc évitez d'acheter des produits allégés parce qu'en fait, ça ne permet pas justement de maigrir parce qu'en fait, comme il manque de la matière grasse, le produit, le yaourt, il va pas avoir la texture qu'on a les consommateurs ont l'habitude d'avoir. Donc souvent, il y a des additifs qui vont être rajoutés pour essayer d'obtenir justement la même texture qu'un yaourt classique. Donc les yaourts à 0%, ça ne fait pas maigrir, ça fait maigrir que les porte-monnaies. Donc essayez d'acheter plutôt des yaourts classiques, nature, que ce soit fait avec du lait écrémé, du lait demi-écrémé ou du lait entier, plutôt que des yaourts à 0%. Diapositive suivante, concernant l'avocat. J'ai peut-être un peu déjà répondu. Est-ce que l'avocat, c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En fait, l'avocat, c'est un produit qui est très intéressant au niveau de la nutrition et de la santé, parce que c'est un produit qui va être riche en oméga 9, donc ça, c'est un acide gras essentiel qu'on retrouve aussi dans l'huile. Il contient aussi des riches en oméga 3, qui a plutôt des actions anti-inflammatoires. Ça contient des fibres, ça contient la vitamine E et ça contient de la vitamine C. Donc même s'il a une texture un peu plus grasse, c'est un produit que l'on peut consommer parce qu'il a des bonnes graisses en fait au niveau de sa composition. Donc n'hésitez pas à consommer des avocats. Après, il y a un problème écologique actuellement un peu avec la mode des avocats où tout le monde mange des avocats. Mais d'un point de vue nutrition, c'est un produit qui peut être très intéressant parce qu'il est riche en oméga 9 et en oméga 3. Alors, le saumon est un poisson qui est trop gras. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, diapositive suivante, en fait, c'est vrai que c'est un poisson qui est gras. Il a 2 fois plus de lipides que les poissons blancs, donc ça, c'est vrai par rapport à un autre poisson. Mais par contre, il a 2 fois plus d'acides gras monoinsaturés, donc qui sont intéressants et par contre, il est beaucoup plus riche aussi en ce qu'on appelle les polyinsaturés. Donc c'est des bonnes graisses, en fait. Oui, il est plus gras, mais en fait, il contient des bonnes graisses. Il est riche en vitamine B9, il est riche en vitamine B12, donc ce sont des vitamines que l'on va trouver uniquement dans ces poissons et qui sont d'origine justement dans les produits gras. Donc c'est vrai que c'est un poisson qui est plus gras, mais en fait qui est très intéressant parce que par rapport aux graisses qu'il apporte, ce sont des bonnes graisses. Alors un autre domaine, on va passer. J'aime les noix et les amandes, mais c'est trop gras. Alors à votre avis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va voir aussi. En fait, c'est vrai, ça contient 50% des lipides, donc ça c'est vrai que ce sont des produits gras.
C'est des produits avec lesquels si vous les écrasez, les amandes, les noix, les noisettes, on arrive à faire de l'huile. Donc forcément, ça contient, des lipides, mais en fait, ce sont des bons lipides parce que ça va contenir, toujours nos oméga 9 et ça va être une source aussi d'oméga 3, des oméga 6, mais surtout ça apporte des oméga 3. Ça apporte aussi des fibres, donc qui vont être importantes au niveau pour le transit intestinal. Apporte des vitamines. C'est une source, de calcium et de potassium. Par contre, il faut privilégier, on peut en consommer de façon régulière, mais en petite quantité. Donc, on ne mange pas le paquet d'amandes, mais on peut manger 10 amandes par jour. Donc, faire attention, voilà, c'est des choses qui peuvent se grignoter facilement sur la journée. La quantité, voilà, c'est à peu près entre une dizaine d'amandes ou une dizaine de noisettes par jour que l'on peut consommer. Mais avec tous ces produits-là, quand même, sachez qu'on fabrique de l'huile, donc il faut faire attention à la quantité de matière grasse qu'il y a dedans. Diapositive suivante, au niveau des charcuteries. Alors, toutes les charcuteries sont grasses. Alors, on va voir ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors oui, c'est vrai que la teneur en matière grasse des charcuteries, elle va être variable d'un produit à l'autre. Si on prend le produit qui va être le plus gras au niveau des charcuteries, c'est ce qu'on va appeler la rillette. Et les produits les moins gras au niveau des charcuteries, ça va être plutôt ce qu'on appelle le jambon blanc. Après, ça apporte des protéines, donc ça c'est important. C'est des protéines d'origine animale qui sont importantes pour notre organisme, pour justement la fabrication notamment des muscles. Ça va nous apporter du fer, qui va être important. Le fer, il va permettre justement au niveau de la circulation de l'oxygène du sang, donc ça c'est important. Puis il y a des gens qui manquent de fer, donc le fer, on va en trouver aussi dans les matières grasses. Ça contient du zinc. Ça contient des vitamines du groupe B et ce qu'on appelle le PNNS, qui est le Plan national nutrition santé. Donc, vous connaissez l'un des slogans qui est de justement les 5 fruits et légumes par jour. En fait, préconise de limiter sa consommation à maximum 150 grammes de charcuterie par semaine. Il faut savoir à peu près qu'une tranche de jambon blanc, ça fait 40 grammes, hein, donc ça ne fait pas des grosses quantités. Donc, faire attention au niveau de la quantité de charcuterie que l'on mangeait, mais en fait, on peut en manger. Il faut faire attention voilà, de ne pas manger tous les jours. Est-ce que la viande rouge est plus grasse que la viande blanche? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah bah, en fait, ça dépend du morceau que vous choisissez. Donc, en fonction des morceaux de viande, il y a des morceaux qui vont être plus ou moins gras. Par contre, il faut savoir que la viande rouge, c'est une excellente source de protéines pour notre organisme. Et ça va être la principale source d'en fer qu'on va trouver pour pouvoir pallier les besoins nutritionnels de notre corps. Donc la viande rouge, on peut en manger, il faut faire attention à sa consommation. On n'a pas besoin de manger des grosses quantités. Une portion, voilà, pour un adulte, c'est entre 100 et 200 grammes de viande par jour. Maximum, ça suffit. Donc on ne peut pas manger une côte de bœuf tous les jours, ça fait trop de viande. Après, c'est vrai qu'il faut varier et apporter justement de la variété avec le poisson, les œufs et les légumineuses pour avoir une bonne variété au niveau des protéines. Au niveau, des œufs, donc on ne peut pas manger plus de 2 œufs par semaine, donc surtout pendant très longtemps, il a été question que les personnes qui avaient du cholestérol, il fallait qu'ils limitent leur consommation d'œufs. Alors est-ce que c'est vrai qu'il faut qu'on limite à 2 œufs par semaine? Ben non, c'est faux parce qu'en fait, c'est une excellente source de protéines. Il faut savoir que la protéine qui est contenue dans le blanc d'œuf, c'est celle qui a la meilleure note. Elle a 100 sur 100. Et en fait, il faut essayer de bien les choisir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer les produits la bleu blanc cœur. Donc là, je vous ai apposé le petit logo. Ça veut dire que les volailles qui ont produit les œufs ont été nourries avec des graines de lin. Donc, elles vont être source justement d'acides gras essentiels, donc les oméga 3. Et après, maintenant, des études montrent que le cholestérol alimentaire a un faible impact justement sur notre cholestérol sanguin. Donc, si vous voulez voir au niveau des œufs, comment bien les choisir, donc vous avez des numéros qui sont notés sur les œufs. Donc, il vaut mieux privilégier, en fonction du premier numéro, le 0 de 0 à 3. Donc, 0, ça veut dire que c'est un élevage biologique. 3, c'est un élevage en cage, donc ça se voit de moins en moins. Et après, vous avez différents codes par rapport, différentes codes sur les œufs. Les œufs, après, on peut les consommer, ça tient assez longtemps. On peut en mettre aussi bien dans des préparations salées que des préparations sucrées. Il faut savoir qu'en fait, 2 œufs, c'est équivalent à un morceau de viande au niveau de l'apport en protéines. Et astuce pour savoir si un œuf est frais, en fait, vous le plongez dans l'eau. S'il flotte, en fait, il ne faut pas le manger parce que ça veut dire que la poche d'air de l'œuf, avec plus il vieillit, plus elle grandit. Donc, c'est pour ça qu'il flotte. Et par contre, s'il reste au fond, il est encore frais, vous pouvez le consommer.
Donc c'est un produit qui est très intéressant parce qu'on peut le consommer, on peut le garder et on peut le consommer aussi bien de façon en préparation salée que sucrée. Et c'est un produit que l'on peut arriver à dissimuler dans des préparations pour les personnes qui ont un dégoût pour la viande ou le poisson. Donc en conclusion, si on fait une petite conclusion, donc c'est vrai que les matières grasses, elles apportent des calories, mais elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, donc il faut éviter de les bannir. Ce qui est important, c'est de bien les choisir. Donc on a besoin de matières grasses, mais il faut bien les choisir. On va limiter justement tout ce qui est les matières grasses saturées. On va privilégier les oméga 9 et les oméga 3. Donc pensez-y, l'huile d'olive, les sardines, le thon, les labels bleu blanc cœur, c'est des choses qui peuvent être importantes pour notre organisme et on a besoin d'en consommer. Et maintenant, je laisse place aux questions. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions pendant cette conférence? Alors, merci Laure, mais nous n'avons pas de questions pour le moment. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Et je vous invite à notre prochain webinaire, le jeudi 21 janvier, de 18 h à 19 h. Il s'agira d'une conférence sur les allergies au pollen, avec la place particulière du cyprès dans l'Aude. Cette conférence sera animée par le docteur Galen, médecin allergologue au centre hospitalier de Narbonne. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain. Merci, au revoir. Au revoir.